La cravate douloureuse que tu portes et qui t'orne, ô civilisé, ôte-la si tu veux bien respirer. Cependant, les deux hommes se retirèrent dans une pièce voisine, tandis que les vendeuses fouillaient la comtesse et lui ôtaient même sa robe afin de visiter sa gorge et ses hanches. Outre les volants de poing d'Alençon, 12 mètres à 1000 francs, cachés au fond d'une manche, elles trouvèrent dans la gorge aplatie et chaud un mouchoir, un éventail, une cravate. Redressant les rondeurs de son buste replet, droite, le nez railleur et la lèvre mutine, elle va. Son regard, qui volage et butine, se pose au bord de tout, prend à tout un reflet. Elle va. Sous les plis susurrants de l'ourlet, son pied vif, provoquant et plein d'esprit, trottine, rase l'asphalte et rit au fond de la bottine de se voir si petit et si près du mollet. Oh, s'il m'était donné d'être brillante et belle, d'avoir de longs cheveux en noirs anneaux flottants, et de riches joyaux où la perle se mêle aux rubis éclatants, une taille élancée aux formes ravissantes, aux doux balancements, aux contours gracieux, et puis de frais atouts, des robes élégantes à longs replis soyeux. Parfois, avant d'aller s'habiller, Madame Swann se mettait au piano, ses belles mains sortant des manches roses ou blanches, souvent de couleurs très vives, de sa robe de chambre de crêpe de Chine. Elle se dressait au milieu d'une grande flaque de clarté, fine, précieuse. Sa robe, simple et harmonieuse, était faite d'une étoffe soyeuse. C'était vaporeux, imprécis et charmant. Un grand chapeau de tulle encadrait d'une nuée sombre les brillants cheveux blonds, bouffant à peine, le visage clair aux pommettes délicates, un peu saillantes, les longs yeux où riait la douceur innocente d'un très jeune regard. Kerjean regarda Phyllis. Vous avez l'air d'une petite fée de l'aurore qui, par malice, se serait enveloppée des plus jolies lueurs du crépuscule. Vous êtes fort galant, Kerjean. Par l'ouverture des larges baies, au travers de l'encombrement des habits noirs, du tourbillon des danseurs, s'apercevait le scintillement des épaules diamantées, l'éparpillement des robes claires dans un cadre de lumière. Pascal ralentissait alors pour admirer la grâce de sa compagne, un peu inclinée sur le guidon de manière à utiliser ses bras, la taille indécise dans son veston droit. Elle avait une silhouette mâle qu'atténuait l'harmonie de ses gestes. Hortense, nous ne pouvons laisser Hortense ainsi. Mais non, c'est sa voiture qui est en panne. Eh oui, elle est sous le bec de gaz, en robe du soir, un diadème sur la tête. La princesse d'Austerlitz dirigeait les travaux de son mécanicien, riait, apostrophait la foule. Elle était accompagnée d'une dame de la colonie américaine, Mrs. Wine, qui jouissait d'une grande réputation de beauté. Madame Armand se gardait du froid sous une petite couverture rouge et noire, un ouvrage de crochet au point dit tunisien. Je n'aime pas le point tunisien. Mais Madame Armand avait bonne mine, la joue moins aride, l'œil plus que jamais brillant. La vivacité de ses mouvements déplaça la couverture et fit apparaître 2 pieds fins, chaussés de souliers de satin noir, brodés, ainsi me les avait dépeints mademoiselle de Voidy, d'un motif en perles de jais.
Dans les jardins du casino, la fleur de la société locale rit aux yeux comme une corbeille de belle de nuit. Les jeunes amies de madame Thérèse, aux robes roses ou d'azur, mais une d'elles, maigre, aux jambes brunes et vêtue de jaune citron, jouent au tennis ou causent, parfois enlacées. Celles qui jouent crient comme les hirondelles au ciel, tout en agitant leurs raquettes. Un corsage en guipure ancienne, timidement décolleté et excitant tout de même, parce que, posé sur un dessous, couleur, mon Dieu, oui, couleur, peau de Suzanne. Ah, et ses manches, ah. Au lieu de suivre les hommes au smoking room, Harry préférait faire évoluer son habit noir au milieu des neigeuses toilettes de dentelle, de guipure, de crêpe de Chine et de linon. Elle portait une robe marron foncé qui boulait sa taille, ses hanches, sa gorge, ses bras, d'une façon provocante et coquette. Tout ce qui vêtait son corps, tout ce qui touchait intimement et directement sa chair, était délicat et fin, mais ce qui l'entourait ne lui importait plus. Marianne, depuis quelque temps, refusait de sortir le soir. La maternité, avant d'alourdir son corps, s'en prenait à son cœur même, lui donnait le désir de la paix, du silence, du sommeil. Antoine entra chez elle tandis qu'elle s'habillait. Elle portait une robe de dentelle noire et un collier de jade. Mais n'emploie jamais le mot mauve. En général, il vaut mieux, pour colorer, se servir d'un objet de la couleur que de cette couleur même. Au lieu de vert, dire herbe, par exemple. Au lieu de cette dame a une robe verte, dire cette dame a une robe d'herbe. Le marié ne pensait qu'à sa femme, à sa Svarga, à qui il avait fait un signe discret dans le bal et qui allait venir le rejoindre. En effet, une portière se leva bientôt, et la fille de sœur Fabius, plus belle que jamais, toute rayonnante dans sa robe blanche, ennuagée de dentelle, enguirlandée de fleurs d'oranger, apparut dans l'encadrement des tentures sombres. Son complet de voyage du bon faiseur lui semblait un peu trop recherché pour un autre. Lui le portait avec une aisance si parfaite, une indifférence si réellement aristocratique que l'élégance du vêtement était en quelque sorte absorbée par celle du personnage. Une fois par hasard, l'habit ne faisait pas le moine. Le lendemain, comme il se rendait chez des Lauriers au détour de la rue Vivienne et du boulevard, Madame Arnoux se montra devant lui face à face. Leur premier mouvement fut de reculer, puis le même sourire leur vint aux lèvres, et ils s'abordèrent. Pendant une minute, aucun d'eux ne parla. Le soleil l'entourait, et sa figure ovale, ses longs sourcils, son châle de dentelle noire, moulant la forme de ses épaules, sa robe de soie gorge de pigeon, le bouquet de violettes au coin de sa capote, tout lui parut d'une splendeur extraordinaire. Des photographies commentées un peu plus tard par Michel, ou par l'une de mes anciennes bonnes, m'ont montré, parmi des adultes en costume clair, une toute petite fille ombragée par une immense capeline de paille, engoncée dans sa longue robe de broderie anglaise, dont la jupe se gonfle et risque de l'emporter au large.
Le petit garçon aux longues boucles blondes porte la tenue d'été des marins britanniques, l'uniforme de rigueur des petits garçons au début du siècle. Charles emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il y en avait de gris, de blanc, de noir, de couleur scarabée, à reflets d'or, de pailletés, de chinés, de doublés, à châle ou droit de col, à col reversé, de boutonnés jusqu'en haut, à boutons d'or. Elles sont maintenant toutes les deux penchées sur les gravures qu'elles discutent avec animation. Voilà un collet que je n'aime pas. Moi non plus. Ça va pourtant être la grande mode, prophétise Luce Fauvet. Oh non, ça ne prendra pas. Ce serait tant mieux, mais si ça prend, j'en porterai. Vous êtes si esclave de la mode? Ce n'est pas la cause de la mode elle-même, mais parce que, une fois adoptée, une nouvelle façon se met à me plaire, réellement. C'est bizarre, nous autres les femmes, n'est-ce pas? Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille, où l'oiseau chante à l'ombre et que lui font les cieux, et les prés verts et les gazons silencieux. Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu. Il est juste milieu, botaniste et pensu. Quant aux faiseurs de verre, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus, mal payés, il les a plus en horreur que son éternel coryza, et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Madame Derville voyait avec étonnement que son ami, toujours grondé par M. de Rênal à cause de l'excessive simplicité de sa toilette, venait de prendre des bas à jour et de charmants petits souliers arrivés de Paris. Depuis 3 jours, la seule distraction de madame de Rênal avait été de tailler et de faire en toute hâte par Élisa une robe d'été d'une jolie petite étoffe, fort à la mode. À peine cette robe put-elle être terminée quelques instants après l'arrivée de Julien. Madame de Rênal la mit aussitôt. Son amie n'eut plus de doute. Elle aime l'infortuné, se dit madame Derville. Les vieilles cousines avaient sorti des malles les robes de soie, les capelines, les châles réservés au mariage depuis toujours chez elles, et une âcre odeur de naphtaline vieillie commençait à recouvrir l'odeur des cierges allumés. Une plume donne au chapeau un air de légèreté.